Bonsoir et bienvenue mes chers élèves de deuxième bac de la page Facebook Chronobac 2018 et aussi pour les candidats bac libre. Alors aujourd'hui, on passe maintenant au personnage de Candide ou l'optimisme de Voltaire. On sait déjà que Voltaire, né en 1694 et mort en 1778, et parmi les philosophes et les écrivains plus fameux dans le monde entier, et parmi les fonds, et celui qui a inventé ce qu'on appelle le conte philosophique maintenant. Regardons Candide ou l'optimisme, c'est un conte philosophique. La présence de Voltaire est très remarquée par son style d'ironie, bien sûr. On va tous s'amuser en lisant ce conte philosophique. 30 chapitres, vraiment amusants et intéressants en même temps. Alors, patienter un petit peu, c'est la patience. Il faut avoir un peu de patience. C'est quoi ça? Pardon. Voilà. On parle maintenant du personnage du conte. Tout simplement, quels sont les personnages de ce conte de Candide ou l'optimisme? Alors, Candide, c'est un héros du conte. Alors, on a ici Cunégonde. Cunégonde, c'est une fille du baron de Thunder-Ten-Tronckh. Comme ça, Thunder-Ten-Tronckh. Cunégonde, fille du baron de Thunder-Ten-Tronckh à Westphalie en Allemagne. On a aussi Cacambo. C'est un personnage secondaire. C'est un valet de Candide. On passe maintenant à Pangloss, le fameux philosophe de ce conte philosophique. Alors Pangloss, écoutons bien, c'est un précepteur, ça veut dire maître de Candide et de la famille du baron, enseignant de la science qui s'appelle métaphysico c'est une science bizarre. Voilà, on continue. On a le baron de Thunder-Ten-Tronckh. C'est un grand seigneur. On l'appelle Monseigneur. Les autres, les habitants de Westphalie. Le baron de Thunder-Ten-Tronckh, c'est un grand seigneur de la Westphalie. On a la baronne de Thunder-Ten-Tronckh. C'est une femme du baron. Et le fils du baron, c'est un frère de lait de Candide. Candide est le frère de lait de ce fils. Alors on a le grand inquisiteur. Pour savoir ce que ça veut dire inquisiteur, c'est un maître absolu de l'inquisition à Lisbonne. L'inquisition, c'est en forme de cour d'assises au palais de justice. Regardons ici la photo pour montrer exactement ce que ça veut dire l'inquisition. Ce que vous voyez bien sûr, c'est ça ce qu'on appelle l'inquisition. C'est en forme d'un tribunal de Moyen Âge. Et ce que vous voyez bien sûr, ce sont des inquisiteurs. Celui qui est là, l'inquisiteur, le grand inquisiteur, les autres aussi. Et tout ça, c'est l'inquisition. Se forme d'un tribunal de Moyen Âge. Palais de justice. Alors, on a ici dans Issachar. Alors, dans Issachar, qui donc, c'est un banquier. Un banquier juif.
Ça veut dire de banquier responsable de la banque. Dans les achats, c'est un banquier juif de la cour portugaise. Alors, on a ici Jacques l'Anabaptiste, qui n'est pas baptisé en église. Anabaptiste, celui qui n'est pas baptisé à l'église. C'est un commerçant hollandais. Tous les enfants de chrétiens sont baptisés à l'église, sauf lui, Jacques. On a ici Martin, c'est un savant, on va savoir son rôle dans ce conte. Et Paquette, c'est une femme de chambre de Thunder Tantron. Elle a un lien avec Pangloss. Lui qui enseigne la physique. Quel genre de physique pour ça? La cause et effet. On a ici Prococurante, bizarre, seigneur de Venise. Prococurante, comme ça, seigneur de Venise. Tous ces personnages, on va savoir bien sûr à partir du chapitre. On a ce qu'on appelle un Vender d'Andour. Vender d'Andour. C'est un négociant hollandais des esclaves. Alors, la vieille, c'est une fille de pape Urbain X et la princesse de Palestine. Alors, tout ça, ce sont des personnages du conte philosophique Le Candide ou l'optimisme de Voltaire. On passe maintenant à l'explication, à la lecture du chapitre. Première part, c'est la lecture du chapitre avec une lecture tout à fait différente de l'habitude. Et aussi explication des mots difficiles, s'il s'agit bien sûr. Il y a un peu de commentaires, et n'oubliez pas bien sûr un résumé pour mieux comprendre tout ça et à la fois. Alors, on passe maintenant au chapitre. Il s'agit de 30 chapitres et on va partager 2 ou 3 chapitres chaque jour. Chaque séance, 2 ou 3 chapitres. Allons-y. À tout à l'heure. Alors, bienvenue. On va parler maintenant de Candide ou l'optimisme, chapitre 1er. On va savoir comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé d'ici. D'accord? Alors pour cela, il vaut mieux de lire le chapitre. Premier chapitre ou chapitre 1er. D'accord? Parce que vous voyez bien sûr ici au fond de la photo là, c'est ce qu'on appelle le château de Thunder Tentron. Le baron vit avec sa famille. Monsieur le baron de Thunder Tentron. C'est ça. Alors on va lire le chapitre 1er. Alors il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur le baron de Thunder Tentron, un jeune à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme, et avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de Monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme des voisinages, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 60 sur 11 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Alors on continue. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Alors sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ces basses cours composaient une meute dans le besoin. Ces palefreniers étaient ses piqueurs.
Le vicaire du village était son grand aumônier. Il appelait tous Monseigneur et il riait quand il faisait des comptes. Alors Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, se tirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Alors, Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmologique. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause, et que dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux et Madame la meilleure des baronnes possibles. Alors, il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que le nez a été fait pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées. Et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées. Monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. Et les cochons étant faits pour être mangés. Nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout était au mieux. Alors Candide écoutait attentivement et croyait innocemment, car il trouvait Mademoiselle Cunégonde extrêmement belle. Quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de lui dire, il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thunder-Ten-Tronckh, le second degré de bonheur était d'être Mademoiselle Cunégonde, le troisième de la voir tous les jours, et le quatrième d'entendre Maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province et par conséquent de toute la terre. Un jour, Cunégonde, en se promenant près du château, dans le petit bois qu'on appelait Parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de salle. Petite brune, très jolie et très docile. Comme Mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de disposition pour les sciences, elle observa son soufflet des expériences, riait intérêt dans tel futur. Il vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et se retourna tout agité, tout pensif, tout rempli du désir d'être savante, songeant qu'il pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide qui pouvait aussi être la sienne. Alors elle rencontra Candide en revenant au château et rougit, Candide rougit aussi. Il lui dit bonjour d'une voix entrecoupée et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain après, le dîner, quand on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir. Candide le ramassa et lui prit innocemment la main. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité et une grâce toutes particulières. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent.
leurs mains s'égarèrent. Alors, monsieur le baron de Thundertantron passa auprès du pharaon et voyait cette cause et effet. Chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit, il fut souffleté par madame la baronne dès qu'il fut revenu à elle-même, et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. Alors, voici donc le résumé de ce chapitre premier, cause à effet, et le résultat, c'est l'expulsion de Candide du château, du beau château. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît, le premier chapitre. Voici donc le résumé. C'est le début du conte. Le jeune Candide vit dans le château de Thundertantron, en Westphalie, en Allemagne. Élevé par son supposé oncle, le baron, grand seigneur noble et très riche, Candide mène une vie heureuse. Il écoute naïvement les leçons de son précepteur, Pangloss, qui affiche un optimisme crédule. Elle aime Cunégonde, la fille du baron, et se fait surprendre en train de l'embrasser. Alors, elle est ainsi chassée du paradis terrestre et se voit obligée de voyager dans le monde entier. Voltaire, ici, se livre dans ce premier chapitre à dévoiler les défauts de la noblesse westphalienne, prisonnière de ses préjugés et de ses illusions. Alors, on passe maintenant au chapitre second. Alors, voici donc chapitre second, ce que devint Candide parmi les Bulgares. Mais avant de procéder à ce chapitre, il vaut mieux de rappeler au chapitre premier. On sait déjà que donc la question posée, c'est comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé d'ici. On sait déjà, c'est la cause de ces Pangloss qui enseignait à la femme, à la femme de chambre de la baronne, les effets et les causes. Alors, bien sûr, vu par Cunégonde, elle, ça veut dire Cunégonde avait beaucoup de dispositions pour les sciences et l'observation soufflée, les expériences réitérées dont elle fut témoin. Alors, elle vit clairement la raison suffisante du docteur. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il vaut mieux de pratiquer ce qu'il a vu sur le champ. Il trouve bien sûr Candide. Il a essayé de faire la scientifique. Et tout simplement, il a causé le malheur de Candide. Ça veut dire, il était expulsé du château à cause d'un baiser innocent. Il est expulsé par monsieur le baron de Tron. Je sais pas comment se prononcer. De Thundertantron. Alors maintenant au chapitre second, toujours avec l'amusante conte philosophique de Voltaire. C'est chapitre second, ce que devint Candide parmi les Bulgares. Alors suivez avec moi bien sûr la lecture de ce chapitre et le dialogue entre les deux Bulgares avec Candide. Et la fin est tout à fait comique. Alors regardons, et tragicomique, surtout pour Candide. Alors Candide chassé du paradis terrestre. Ça veut dire chassé du beau château de Thundertantron. Chassé du paradis terrestre, marcha longtemps sans savoir où, pleurant, levant les yeux au ciel, les tournant souvent vers le plus beau du château qui renfermait la plus belle des baronnettes. Il s'agit bien sûr de Cunégonde. Alors il se coucha sans souper au milieu du champ entre deux sillons. La neige tombait à gros flocons. Candide, tout transi, se traîna le lendemain vers la ville voisine qui s'appelait Waldberghof Deckdorf.
N'ayant point d'argent, mourant de faim et de lassitude, il s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret. Alors deux hommes, habillés de bleu, le remarquèrent. Camarade, camarade, dit-il, voilà un jeune homme très bien fait et qui a la taille requise. Ils s'avancèrent vers Candide et le prièrent à dîner très civilement. Messieurs, leur dit Candide avec une modestie charmante, vous me faites beaucoup d'honneur, mais je n'ai pas de quoi payer mon écoute. Ah, monseigneur, lui dit un des bleus, les personnes de votre figure et de votre mérite ne paient jamais rien. N'avez-vous pas 5 pieds, 5 pouces d'eau? Oui, monsieur, c'est ma taille, dit-il Ah, monsieur, mettez-vous à table. Non seulement nous vous défrayerons, mais nous ne souffrirons jamais qu'un homme comme vous manque d'argent. Les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns les autres. Vous avez raison, dit Candide. C'est ce que M. Pangloss m'a toujours dit, et je vois bien que tout est en mieux. On le prie d'accepter quelques écus et les prend et veut faire son billet. On n'en veut point, on se met à table. N'aimez-vous pas tendrement? Oh oui, répondit-il. J'aime tendrement mademoiselle Cunégonde. Non, dit l'un de ces messieurs. Nous vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi du Bulgare. Point du tout, dit-il, car je ne l'ai jamais vu. Comment? C'est le plus charmant du roi, et il faut boire à sa santé. Oh, très volontiers, messieurs. Il boit, c'est dans l'air tassé, lui dit-on. Voilà l'appui, le soutien, le défenseur, le heureux du Bulgare. Votre fortune, c'est en est faite, et votre gloire est assurée. On lui met sur le champ les fers aux pieds et on le mène au régiment. On le fait tourner à droite, à gauche. On sait la baguette. Remettre la baguette. Coucher en vous. Tirer, doubler le pas. Et on lui donne 30 coups de bâton. Alors le lendemain, il fait l'exercice un peu moins mal. Et il ne reçoit que 20 coups. Le surlendemain, on ne lui en donne que 10. Il est regardé par ses camarades comme un prodige. Alors Candide, tout stupéfait, ne démêlait pas encore trop bien comment il était un héros. Il s'avisa un beau jour de printemps et s'allait promener marchant tout droit devant lui, croyant que c'était un privilège de l'espèce humaine comme de l'espèce animale, de se servir de ses jambes à son plaisir. Il n'eut pas fait de lieu que voilà 4 autres héros de ses pieds qui l'atteignent, qui le lient, qui le lie et qui le mène dans un cachot. On lui demanda juridiquement ce qu'il aimait le mieux d'être fustigé 36 fois par tout le régiment ou de recevoir à la fois 12 balles de plomb dans la cervelle. Alors il eut beau dire que les volontiers sont libres et qu'ils ne veulent ni l'un ni l'autre. Il fallait faire un choix. Alors il se détermina, en vertu du don de Dieu, qu'on nomme liberté, à passer 36 fois par les baguettes. Il essuyait 2 promenades. Le régiment était composé de 2000 hommes. Cela lui composa 4000 coups de baguette. Qui,
depuis la nuque du cou jusqu'au cul. Lui découvrir les muscles et les nerfs. Comme on allait procéder à la troisième course, Candide, n'en pouvant plus demandant en grâce qu'on voulut bien avoir la bonté de lui casser la tête. Il obtint cette faveur, lui bandait les yeux, on le fait mettre à genoux. Alors le roi du Bulgare passe dans ce moment, s'informe du crime du patient, et comme ce roi avait un grand génie, il comprit par tout ce qu'il apprit de Candide que c'était un jeune métaphysicien fort ignorant des choses de ce monde, et lui accorda sa grâce avec une clémence qui sera louée dans tous les journaux et dans tous les siècles. Un brave chirurgien guérit Candide en 3 semaines avec les Homéliens enseignés par Discoride. Il avait déjà un peu de peau et pouvait marcher. Le roi de Bulgare livre la bataille au roi des Avars. Alors ça, ce qu'on appelle le chapitre second, je viens de lire tout le chapitre parce que c'est très amusant. Alors on passe maintenant au résumé du chapitre 2. Alors, chassé du château, Candide est pris dans une tempête de neige. Il connaît la faim et le froid. Arrivant à la porte d'un cabaret, 2 hommes habillés en bleu, ceux de Bulgare, l'invitent à dîner. Leur civilité n'était en fait qu'un piège pour recruter Candide comme soldat dans l'armée bulgare. Alors les règles militaires et les châtiments corporels le choquent totalement. Sa naïveté l'incite à se promener. Il est arrêté comme déserteur et envoyé au cachot. Il reçoit 4000 coups de baguette, mais échappe de justesse à l'exécution. Le roi bulgare le gracie. Candide n'est en fait qu'un jeune métaphysicien fort ignorant des choses de ce monde. Alors un chirurgien le guérit en 3 semaines. Candide est désormais rétabli, tandis que le roi bulgare livre bataille au roi des Avars. Alors, c'est ça le résumé de ce chapitre second. Après, on passe au chapitre 3e. D'accord? L'aventure de Candide ne fait que commencer. Alors, à bientôt.